En 1944, sur les pentes froides du Massif central, un accord tacite existait entre les familles des villages de pierre. Les aliments étaient conservés hors sol, à l'abri de l'humidité et du froid remontant de la terre. Il en avait toujours été ainsi, depuis des générations. Sur le versant rocailleux derrière une maison basse au toit sombre, un garçon de 17 ans faisait exactement le contraire. Pendant que les hommes renforcèrent les granges en bois et empilaient des sacs de blé et de pommes de terre sur de hautes plateformes, Mathieu creusait. Ce n'est pas un puits, un trou large et profond, à la pente trop abrupte pour paraître sûr. Les gens passaient et riaient. Ils disaient que l'humidité de la montagne allait tout faire pourrir à l'intérieur. Ils ont qualifié cela de gaspillage. Ils ont qualifié cela de folie. La nuit tomba plus tôt cette année-là. Le vent soufflait différemment. Et pourtant, Mathieu continuait d'enfouir des semaines de travail dans la colline, comme s'il essayait de cacher quelque chose à l'hiver lui-même. Personne ne comprenait pourquoi il faisait autant confiance à ce silence souterrain. Ils ignoraient encore combien de temps durerait le froid. Même pas celui qui pourrirait en premier. Sur le plateau, la terre n'était pas généreuse, mais résiliente. Les familles apprirent très tôt qu'il n'y avait pas de surplus. Elles semèrent du blé, de l'orge, des pommes de terre. Elles récoltèrent rapidement. Elles stockèrent ce qu'elles purent. L'erreur n'a généré aucun avertissement. Il est arrivé en hiver. Les granges étaient simples, faites de vieux bois et de pierres de récupération. Le jour, le soleil les séchait. La nuit, le froid descendait des montagnes et s'insinuait jusqu'à leurs os. Pourtant, personne ne s'en étonnait. Il en avait toujours été ainsi depuis des générations. Quiconque tentait autre chose était considéré comme un étranger à la terre. Mathieu a grandi en observant cela en silence. Il parlait peu. Il ne s'étendait pas sur les méthodes. Il aidait sa mère au champ, portait de l'eau, réparait les clôtures. On le trouvait convenable mais étrange. Toujours attentif à la terre, toujours s'arrêtant pour la toucher de la main, comme s'il écoutait quelque chose. Le père était mort jeune, mais il avait laissé derrière lui une habitude que personne d'autre n'avait. Avant de creuser, Mathieu collait son oreille au sol, non pas par superstition, mais par habitude. Mon père disait toujours que la terre parlait, non pas avec des mots, mais avec la température, l'humidité, le poids. Lorsque l'été s'est terminé prématurément cette année-là, certains ont remarqué que le vent soufflait différemment. D'autres n'y ont pas prêté attention. Mathieu n'en a parlé à personne. Il a commencé à passer plus de temps derrière la maison, sur le versant rocailleux que personne n'utilisait. Rien n'y poussait. Trop de pierres, trop d'ombre, un froid constant. Les voisins furent surpris de voir la première pelle s'enfoncer dans la colline, puis le deuxième, puis le troisième. Il enterre de la nourriture, a commenté quelqu'un en riant doucement. Un autre a répondu que le froid gâcherait tout avant Noël. Mathieu ne répondit pas. Il continua de creuser. La colline ne s'est pas plainte. Le flanc de la colline n'avait jamais été un lieu de travail. Des pierres instables, une terre dure, de l'ombre presque toute la journée. Les anciens disaient que rien n'y prenait jamais racine. C'est pourquoi personne ne s'en souciait quand Mathieu passait des heures dans cet endroit oublié. Au début, il creusa à peine. Il tâtonna. Puis il s'arrêta. Il attendit la fin de l'après-midi. Il revint le lendemain et corrigea l'angle. Le trou n'était pas droit. Il pénétrait dans la colline en légère pente comme s'il suivait quelque chose d'invisible. Lorsque sa mère lui a demandé ce qu'il faisait, il a simplement répondu qu'il avait besoin d'un endroit plus frais. Il n'a pas expliqué pourquoi. Il n'a pas demandé d'aide. Les voisins commencèrent à remarquer que des sacs de blé et de pommes de terre étaient apportés là-bas. Jamais tous en même temps. Juste quelques-uns à la fois. Toujours au crépuscule. Il disait qu'il était en train d'enterrer ses propres moyens de subsistance. Il devait avoir trop peur de l'hiver. Les rires étaient brefs et agréables. Jamais directs. À l'intérieur du trou, Mathieu tapissa les parois de pierre taillées à la main, sans mortier. Le sol était recouvert d'argile sèche mêlée de paille. Rien ne paraissait définitif. Tout semblait adaptable, comme si l'erreur avait été pressentie. Il y avait des nuits où le froid extérieur rendait l'intérieur de l'abri agréablement chaud. Il le sentait sur sa peau mais n'en disait rien. Il revenait simplement le lendemain et creusait quelques centimètres de plus. L'hiver n'était pas encore vraiment arrivé, mais la colline était déjà différente. Et le trou aussi. Le froid n'avait pas présagé son arrivée si précoce. Il vient d'arriver. D'abord tôt le matin, puis le matin. L'eau dans les seaux était saturée à l'aube. Les feuilles noircissaient à leurs extrémités. Dans les granges, le blé transpirait le jour et durcissait la nuit. Trop d'humidité, trop de stress. Les familles ont réagi comme toujours. Elles ont allumé des feux près des murs.
Elles ont recouvert les sacs de vieilles couvertures. Elles ont empilé tous les objets, tentant de s'échapper du sol. Cela a fonctionné pendant quelques jours. Après ça, plus rien. Mathieu effectua sa première descente complète une nuit où le vent sifflait entre les rochers. Il emporta une lampe à faible intensité et 2 petits sacs. À l'intérieur, l'air n'était pas glacial. Aucune odeur de moisi. Le sol était sec. Il resta immobile quelques secondes. Il respirait simplement. Puis il sortit et ferma l'entrée avec un simple couvercle en bois et en argile. La semaine suivante, il a rouvert ses portes. Le blé était le même. Les pommes de terre ont conservé leur poids. Rien n'avait craqué. Ce n'était pas un miracle. C'était une question de cohérence. Dehors, les premiers dégâts commencèrent à apparaître. Un sac abandonné ici, un autre là. Le ton des conversations changea. Moins de rire, plus de silence. Pourtant, personne n'a gravi la colline. Mathieu continuait d'enfouir une partie de la récolte. Jamais la totalité, comme s'il testait les limites. L'hiver était encore loin d'être terminé. Et ce n'était que le premier test. L'erreur n'était pas due au froid. C'était précipité. Par une nuit de vent incessant et de ciel trop bas, Mathieu décida d'élargir l'entrée du refuge. Il voulait faciliter le passage, gagner du temps avant que le sol ne durcisse complètement. Il a creusé trop d'un côté, un peu, mais suffisamment. Alors qu'il s'appuyait sur le sol, il entendit un craquement sec. Le sol céda sous lui de quelques centimètres. Rien ne s'effondra. Aucun cri ne retentit, mais le silence changea. Mathieu a soufflé la lampe. Il resta immobile, sentant la colline se stabiliser à nouveau. Cette nuit-là, il ne prit plus rien. Il referma le portail et rentra chez lui, les mains sales et la tête baissée. Il ne dormit pas. Il savait qu'il avait creusé plus profondément dans la terre que ce qui lui était permis. 2 jours plus tard, une tragédie a failli se produire, non pas concernant lui, mais sa mère. Elle a glissé en portant de l'eau. Son pied s'est enfoncé précisément à l'endroit où le sol avait été remué. Rien de grave, juste une frayeur, un genou éraflé. Cela suffisait. Les voisins parlaient de fort. Ils ont dit que le trou était dangereux, que quelqu'un soit blessé, que le garçon jouait avec quelque chose de sérieux. Mathieu n'a pas répondu. Le lendemain matin, tout a recommencé. Il réduisit l'entrée. Il renforça les côtés avec des pierres plus grosses. Il créa une pente intérieure pour répartir la pression. Il travailla plus lentement, beaucoup plus. Vous avez perdu votre temps. Mais elle a gagné en stabilité. L'hiver touchait à sa fin, les pertes dans les greniers augmentaient, et personne ne demandait encore d'aide. La colline a failli punir cette erreur. Mathieu a appris. L'hiver n'a pas été plus froid. Il s'est allongé. Ce qui devait être une période difficile s'est prolongé. Le soleil est apparu, mais sans réchauffer l'air. Les nuits ne furent plus l'exception. Dans les granges, le blé se tachait. Les pommes de terre ramollissaient à l'intérieur. Ils ont tout essayé. Ils ont déplacé les sacs. Ils ont changé de feu de camp. Ils ont sacrifié une partie de leurs réserves pour sauver le reste. En vain. Le problème n'était pas une mauvaise journée, mais la météo. Mathieu descendait au refuge presque tous les jours. Non pas pour vérifier, mais pour tâter. La température était toujours la même. L'air, sec. La nourriture ne semblait pas fraîche. Elle semblait comme suspendue dans le temps. La première visite était motivée par la curiosité. Un voisin entra, prit quelques respirations, puis repartit sans dire un mot. Le lendemain, il est revenu avec son fils. Puis, avec sa femme. Plus personne ne riait. La preuve en fut apportée lorsqu'un enfant tomba malade dans la maison voisine. La nourriture disponible était trop avariée. La mère se présenta à la porte de Mathieu au crépuscule. Elle ne demanda rien. Elle resta là, immobile. Il ramassa un petit sac. Il descendit la colline. Il revint quelques minutes plus tard. Il le remit. C'est tout. Cette nuit-là, le vent souffla encore plus fort. Mathieu a renforcé l'attaque. Il savait désormais que l'erreur ne serait plus uniquement la sienne. Les demandes n'ont jamais été formulées en mots. Ils s'approchèrent lentement. Des hommes qui, auparavant, passaient sans les regarder, gravissaient maintenant le sentier au crépuscule. Seuls, sans un mot. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres de l'entrée. Mathieu s'en allait. Il termina ce qu'il faisait. Il se lava les mains. Il descendit. Personne n'a mentionné les rires. Personne ne s'est excusé. L'un portait un sac vide, l'autre indiquait la maison. Mathieu revenait avec la somme exacte. Ni plus, ni moins. La colline se transforma en un passage silencieux. Il n'y avait pas de file d'attente. Mais il y avait de l'ordre. Une nuit, l'un de ceux qui s'étaient le plus moqués de lui s'attarda trop longtemps. Il prit une profonde inspiration et demanda «
Combien de temps cela va-t-il durer? Mathieu répondit sans lever la tête, tant que la terre peut la contenir. Ce n'était pas une victoire. Il s'agissait d'un ajustement tardif. L'hiver est passé sans prévenir. Les matins ne nous brûlaient plus les doigts. L'eau coulait à nouveau dans les seaux. La terre acceptait de nouveau les graines. Lorsque cela s'est produit, de nombreuses maisons étaient vides à l'intérieur. Non pas abandonnées, mais délabrées. Il ne restait que ce qui avait franchi la colline. Mathieu n'a pas agrandi l'abri. Il n'a pas mentionné de le répéter. Des mois plus tard, ils ouvrirent l'un des sacs entreposés depuis le début de la vague de froid. Le blé était encore sec. Les pommes de terre étaient intactes. Le temps avait passé, mais pas à l'intérieur. 2 années suivirent. Les provisions ont continué à se conserver. D'autres collines apparurent. Certains tentèrent de creuser trop vite. Ils commirent une erreur. Ils rebroussèrent de chemin. Mathieu ne corrigeait jamais à voix haute. Il se contentait de signaler les changements de température du sol, les endroits où la pierre supportait un poids plus important, les endroits où la terre exigeait moins de précipitations. Il resta le garçon tranquille. Mais maintenant, plus personne ne rit. La colline n'est jamais devenue un monument. C'est devenu une référence. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi ça marchait, il répondait comme son père le lui avait appris, la main ouverte sur le sol, en attente. Là, ils ont appris trop tard que tout n'a pas besoin d'être exposé pour durer. Certaines choses exigent le silence, d'autres, la profondeur. Mathieu n'a jamais stocké uniquement de la nourriture sous terre. Il a gagné du temps. Cela laissait place à une marge d'erreur. Il a sauvé l'avenir. La colline n'a sauvé personne à elle seule. Elle ne répondait qu'à ceux qui savaient écouter en premier. Et peut-être que la plus grande leçon de cette histoire ne se trouve pas sur la colline. Même pas dans les aliments qui ont survécu à l'hiver. La vérité, c'est que ceux qui apprennent d'abord à écouter s'en sortent mieux par la suite. Alors que beaucoup se contentent de répéter ce qui a toujours été fait, rares sont ceux qui s'arrêtent, observent et s'adaptent. Ces quelques individus ne semblent pas exceptionnels au premier abord, mais ce sont eux qui survivent à tout l'hiver. Si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, des histoires de décisions silencieuses qui bâtissent l'avenir, à propos des erreurs coûteuses, et quant à savoir qui apprend avant l'effondrement, s'abonner à la chaîne ne se fait donc pas en un clic. Il s'agit de choisir d'être du côté de ceux qui le remarquent en premier, parce que l'hiver prochain, il ne prévient quasiment jamais.